Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube. Bienvenue dans cette 7e vidéo de notre formation en Python. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une notion hyper importante en programmation qui est la notion de boucle. En fait, les boucles sont des structures de contrôle essentielles à la programmation qui permettent d'exécuter un bloc de code de manière répétée, c'est-à-dire une instruction qui doit s'exécuter plusieurs fois. Et cela tant qu'une certaine condition est vraie, permettant ainsi d'automatiser les tâches et de traiter un ensemble de données de manière plus efficace. Comme il est de coutume, on va rapidement corriger l'exercice de la séance dernière expliqué avant de plonger effectivement dans ce cours qui sera en fait pas très long, mais efficace. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ok, pareil pour la correction. Voici les exercices qui ont été donnés la fois dernière. On va corriger de manière successive. Le premier exercice, on demande d'écrire un programme Python qui détermine si un nombre est pair ou impair et affiche un message pour signaler. Un nombre est pair s'il est divisé par 2 et impair s'il n'est pas divisé par 2. Ok, voici la correction. Tout simplement, je demande à l'utilisateur de saisir un nombre que je récupère dans la variable nombre. Je récupère un nombre entier grâce à mon input. Maintenant, je vérifie si le reste de la division par 2 est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, un nombre est pair si et seulement si le reste de sa division par 2 est égal à 0. C'est-à-dire s'il est divisible par 0. Donc, je teste ceci, en fait, nombre modulo 2, le reste de la division entière du nombre par 2 égale 0. Cela signifie tout simplement que le nombre est pair. Donc, on va faire rapidement le test. On me demande d'entrer un nombre. Si j'entre 6, 6 est pair. Je refais le test. On me demande d'entrer un nombre. Si j'entre 9, 9 est impair, tout simplement. Prochain exercice. Écrivez un programme Python qui calcule la moyenne de deux notes saisies par l'utilisateur, puis affiche la mention. Or, ici, la moyenne est inférieure à 10. La mention est suffisante si la moyenne est comprise entre 10 et 12. Déjà, quand vous voyez ici, ça doit vous faire penser à Anne. Et on a dit entre 10 et 12. Donc, strictement inférieur à 12. Et ainsi de suite et ainsi de suite. La correction, c'est la suivante. Ok, voici la correction commenter. Donc, je demande d'abord deux nombres à l'utilisateur. Je prends ces nombres sous forme de flotte, étant donné que les notes peuvent être des réels. Je calcule maintenant la moyenne. On connaît tous la notion de priorité. Ça a été vu avec les opérateurs. Donc, j'ai fait d'abord note 1 plus note 2 et puis j'ai divisé par 2. Maintenant, je dis si la moyenne est inférieure à 10. C'est ce qui a été demandé. Bon, je vais reprendre le devoir. Voilà. Si la moyenne est inférieure à 10, c'est ça. La mention, c'est insuffisant. Si elle est, on dit quoi, comprise entre 10 et 12, on a dit strictement inférieure à 12. Comprise entre 10, ça veut dire que 10 est inclus. Voilà pourquoi on dit si la moyenne est supérieure ou égale à 10 et strictement inférieure à 12. Et, comme je disais tout à l'heure, c'est le AND. Là, c'est passable et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, si je reteste mon programme, si j'entre par exemple 14 comme première note, j'entre la deuxième note, disons 16. La moyenne c'est 15 et la mention c'est bien. Magnifique. Donc, si vous avez fait quelque chose comme ça, c'est bien. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me les présenter en commentaire. Mais je vais vous présenter une autre façon maintenant, plus facile, je dirais plus adaptée d'écrire sans toutefois mentionner les AND. C'est une facilité en fait que le langage Python propose que d'autres langages non. Voilà. Ici, vous constatez en fait que j'ai complètement retiré les AND. Il n'y a plus de AND comme tout à l'heure où on mettait AND moyenne inférieure à 12. Non. Dès lors que vous mettez ça, comme on a dit, compris entre 10 et 12. Quand vous mettez cette syntaxe, ça respecte clairement le AND. Ici, on a dit la moyenne inférieure ou égale à 10 et strictement inférieure à 12, tout simplement. C'est ça en fait. Ici, on a dit la moyenne inférieure ou égale à 12 et strictement inférieur à 14. Moyenne inférieure ou égale à 14, strictement inférieure à 16. C'est une façon plus optimale d'écrire. Si par exemple, entre la première note, j'ai entre 10, deuxième note, j'ai entre 6, on va me dire insuffisant. Magnifique. Donc, après cette correction, on peut rapidement entrer dans le vif du sujet. Au niveau des boucles, on va voir la boucle while tout d'abord. La boucle while, en fait, c'est une boucle
qui est utilisée lorsqu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations effectuées. Et elle continue à s'exécuter tant qu'une condition donnée est vraie. Je prends un exemple. Si je vous demande d'écrire un programme qui dit bonjour 5 fois, actuellement avec les compétences que vous avez, vous allez écrire ceci, bonjour. Et puis, cette instruction, vous allez la répéter 5 fois, tout simplement. Et voilà, si on exécute, effectivement, on aura bonjour 5 fois. Si je vous demande d'écrire ça 10 fois, vous allez répéter l'instruction 10 fois et ainsi de suite. C'est un peu, en fait, les limites qui ont été présentées, d'où la pertinence d'utiliser les boucles. Avec la boucle while, par exemple, la syntaxe c'est while condition bloc d'instruction. Je vais prendre un exemple. Je vais déclarer une variable count que je vais initialiser à 0. Là, ça sera notre compteur. Je vais dire tant que while count, c'est-à-dire la variable count, sera inférieur à 5, je vais afficher count, par exemple. Maintenant, si j'exécute, par exemple, hop, ça va afficher une boucle infinie, ça va afficher 0, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à la fin. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Mais, tout ça, en fait, ce sont des zéros. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai juste dit, tant que count sera inférieur à 5, je prends une count. Vu que count vaut 0, la condition c'est vrai. Donc, ce bloc d'instruction doit toujours se répéter. Ça va venir là, ça va tester. Est-ce que count est inférieur à 0? Oui, ça va exécuter. Ça va revenir encore. Est-ce que count est inférieur à 0? Oui, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà donc pourquoi il faut incrémenter le compteur. À count, je vais faire un plus égal 1, tout simplement. Maintenant, si je réexécute, vous voyez, cette fois ça s'exécute 5 fois, de 0 à 4, tout simplement. Donc, on peut toujours reprendre le code de tout à l'heure qui disait bonjour, par exemple. Cette fois-ci, on va dire ceci, bonjour, au lieu de count. Si on réexécute, bonjour va s'afficher 5 fois. Maintenant, on peut prendre un autre cas pour rapidement expliquer le while encore. Si on revient sur notre programme qui demandait le mot de passe. Pour rappeler, on avait mot de passe. C'était un int, input, et puis on va demander à l'utilisateur entre ton mot de passe. OK. Maintenant, on avait le véritable mot de passe qu'on avait stocké dans la variable mot de passe val qui était 237. OK. Comment utiliser maintenant avec la boucle tant que je vais écrire un programme en fait qui va demander le mot de passe de l'utilisateur jusqu'à ce que la réponse convienne, tout simplement. Donc, je vais dire tant que mot de passe sera différent du mot de passe valide. Je vais tout simplement dire, on va de nouveau récupérer dans la variable mot de passe, toujours un input, on va faire un int. Cette fois-ci, on va dire entre de nouveau. Si j'exécute, j'ai entre le mot de passe. Si j'entre par exemple 6, on va me dire entre de nouveau. Si j'entre 9, on va me dire entre de nouveau. Si j'entre 237, hop, c'est juste. En fait, ce qu'on va constater, c'est quoi? C'est que tant qu'en fait, j'entre un mot de passe erroné, on va toujours me demander le mot de passe. Donc, si j'entre des valeurs comme ça aléatoires, on va toujours me demander le mot de passe jusqu'à ce que j'entre 237. Tout simplement. Donc, c'est là, si j'entre 237, hop, ça va sortir. Magnifique. Ensuite, on va voir la boucle for. La boucle for, cette fois-ci, est utilisée lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations. Donc, elle permet de parcourir des séquences. OK. Allons donc à l'utilisation. Ça a une syntaxe plutôt différente des autres langages de programmation. Donc, par exemple, for i. I, c'est le compteur. In range. Je vais expliquer range. Si je mets 5, c'est une façon de dire en fait que exécuter 5 fois et je fais un print de i. Ici, en exécutant, donc cls, je nettoie d'abord, ensuite Python. OK. Ce qui se passe avec le for, il y a d'abord l'initialisation. La variable i est initialisée à 0 et range 5 signifie tout simplement que ça sera exécuté 5 fois. Et ici, ça effectue une incrémentation automatique. On n'est plus obligé de faire les count plus égal 1. Non. Parce que l'incrémentation se fait dans la boucle, tout simplement. Donc, ça veut dire on pouvait reprendre facilement le programme de bonjour et ça s'exécute 5 fois. Néanmoins, avant d'avancer, je vais vous expliquer un peu les ranges. On va détailler un peu plus l'utilisation de la fonction range.
étant donné que range peut être exploité de plusieurs manières. Je vais vous présenter les utilisations plus fréquentes. Donc, on a le range tout d'abord. Ce qu'on vient d'utiliser, c'est le range stop. Range stop, en fait, qui prend juste en paramètre le nombre d'itérations. Range stop, c'est tout. Maintenant, on aura aussi un range start et stop. Range qui va prendre en paramètre start, c'est-à-dire on débute à partir de quoi, et stop, on s'arrête à quel niveau. Il y aura aussi un autre range qui doit prendre en paramètre le start, le stop et le step. Le step, cette fois-ci, qu'on va appeler le pas. Donc, start, stop, step. D'accord. Si je fais le test, on a déjà vu le range stop, c'est ça ici. Maintenant, prochain, on va faire le range start stop. Cette fois-ci, si je mets 2,5, je vais faire un print de i. En fait, cette fois-ci, je dis que je start à 2. Or, à la base, en fait, lorsqu'on fait le range 5, ça start à 0 jusqu'à 5. Mais cette fois-ci, je précise que start à 2. Donc, si j'exécute, j'ai tout simplement 2, 3, 4. Magnifique. Nous sommes d'accord. Maintenant, on va tester le start, stop, step. Cette fois-ci, je peux mettre start. Je commence à 0. Ensuite, stop. Je vais mettre, par exemple, 11. Et le step, je vais mettre 2. Je suis tout simplement ready. Commence à partir de 0 et faire un pas de 2. Si j'exécute le pas de 2, c'est pour dire chaque fois tu fais plus 2 et non plus 1. Donc là, on aura 0, 2, 4, 6, 8, 10. Magnifique. Vous comprenez pourquoi il y a 10 cette fois-ci. Parce qu'en fait, lorsque vous mettez un stop, ça s'exécute strictement inférieur au stop en question. C'est ça en fait le range. Ça veut dire que dorénavant, si vous avez des problèmes à un moment et tout, vous voulez lui écrire un message où vous dites 10 fois je t'aime maman, je t'aime maman. Là, vous pouvez utiliser tout simplement un range. Voilà. Et puis, vous dites ok, je t'aime maman. Là, en exécutant, hop, vous avez un je t'aime maman 10 fois. Ce qui est chez maman sera très joyeuse si vous lui envoyez un message comme ça via WhatsApp. Magnifique. Maintenant, je vais faire quelques précisions. Dans d'autres langages de programmation, il y a le do while. Sachez que le do while n'existe pas en Python. Autre chose maintenant, il y a aussi, donc là, je vais mettre exception en Python. Je vais dire pas de do while. Et aussi un autre point, l'incrémentation. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on effectuait l'incrémentation, on a fait count plus égale 1. Dans certains langages de programmation, c'est par exemple count plus plus. Sachez qu'en Python, count plus plus n'existe pas. Il n'y a pas d'incrémentation sur cette forme-là. Donc, soit vous utilisez count à qui vous affectez count plus 1, soit vous utilisez count plus égale 1, tout simplement. Maintenant, on va présenter aussi les mots-clés importants en Python, en programmation de manière générale. C'est break et continue. Break permet tout simplement de sortir complètement d'une boucle. Par contre, continue permet de passer à l'itération suivante. Ok, je vais prendre un exemple pour expliquer le break et continue. Si par exemple, je viens dans cette boucle for, je décide d'afficher chaque fois mon i. Ok, si j'exécute, je fais un CRS, je nettoie d'abord. Si j'exécute, j'ai effectivement des 0 jusqu'à 9. Magnifique. Maintenant, si je veux utiliser un break, où je dis par exemple, si i égale à 5, alors je fais un break, et là je fais un print de i. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire ici dans mon programme? J'ai dit en fait que j'ai effectivement ma boucle for, et lorsque j'entre dans la boucle for, chaque fois il teste. Si à un moment donné, i vaut 5, je fais un break. Au cas contraire, je n'entre pas dans le if et je fais le print de i. Donc, en exécutant, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous remarquez que le programme s'arrête à 4. Pourquoi ça s'arrête à 4? Tout simplement parce que lorsqu'en fait i valait 5, rencontrez le mot-clé break qui en fait signifie sortir. C'est sortir complètement de la boucle for. C'est ça en fait le break. Par contre, avec le continue, si je remplace le break par continue, en réexécutant mon code, hop, vous avez remarqué le changement. Le changement en fait c'est lequel? C'est qu'ici, cette fois-ci, tout s'affiche sauf 5. Continue permet tout simplement de passer à l'itération suivante. Lorsque votre programme rencontre continue, ça ignore
toutes les autres instructions et de passer à l'itération suivante. Ça ne sort pas totalement comme le break. Voilà pourquoi ici, lorsqu'en fait I a valu 5, ça a rencontré le mot-clé continue et ça a ignoré le print là et revenu au niveau du for. Ok, super. Précisons également que le for peut être utilisé également sur les chaînes de caractères. Je prends un exemple. Je déclare une variable que je vais appeler nom pays. Et à ma variable nom pays, je décide d'affecter Cameroun. Donc, si je fais un for I in nom pays, je vais faire un print de I. En venant à exécuter, j'ai Cameroun. Donc, vous voyez en fait que avec ma boucle for, j'effectue le parcours sur ma variable nom pays en fait qui est une chaîne de caractères qui est Cameroun, tout simplement. Vous comprenez donc que le for permet également le parcours des chaînes de caractères. On verra par la suite que ça peut parcourir plusieurs autres éléments. On va parler des dictionnaires, on va parler des tuples et j'en passe. C'était vraiment tout pour cette vidéo. Comme il est de coutume, je vais vous donner le devoir pour la séance prochaine. Et ben, voici l'exercice. En petit 1, vous allez écrire un programme. Vous allez demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et afficher sa table de multiplication jusqu'à 10. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez demander d'entrer le nombre. Si j'entre 3, j'ai envie de voir 3 fois 1 égale 3, 3 fois 2 égale 2, égale 6, 3 fois 3 égale 9 jusqu'à 10. Si j'entre 5, je dois avoir 5 fois 1 égale 5, 5 fois 2 égale 10, 5 fois 3 égale 15 jusqu'à 10. En petit 2, on demande d'écrire un programme qui va afficher les nombres pairs compris entre 0 et 20. Donc, vous allez utiliser une boucle et une condition pour vérifier chaque fois si le nombre est pair. Si le nombre est pair, vous l'affichez tout simplement. Le petit 3, cette fois-ci, vous allez afficher le nombre entre 0 et 20 et ignorer les nombres pairs. Cela, vous n'allez plus utiliser cette fois-ci les conditions, vous allez utiliser autre chose. Je vous laisse réfléchir, mais comme indice, j'ai envie de dire sauter. J'ai envie de dire passer. Le 4e exercice, demander à l'utilisateur de saisir le nombre jusqu'à ce qu'il entre 0. Il dit par exemple, j'écris un programme, je vais demander entre un nombre. L'utilisateur doit seulement entrer les nombres, entrer jusqu'à ce qu'il entre 0. 0 va marquer en fait la fin de sa saisie et à la fin, je dois afficher la somme de tous les nombres que l'utilisateur a entrés. C'était tout pour cette vidéo. Alors, n'oubliez pas d'encourager l'initiative, likez, abonnez-vous, partagez le lien et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je tiens à rappeler que la formation en Django est déjà disponible en parallèle. Vous pouvez déjà la suivre et très bientôt, la formation en intelligence artificielle, plus précisément en machine learning, sera lancée. Pour cela, il faut que l'on pousse encore davantage dans cette formation Python. Merci à vous, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao les gars.